démarre ici? C'est pas grave, je me tourne. Ou vous me dites, hein, ou là, ou je sais pas. C'est bon? Je suis là? Ou je suis là? Est-ce que vous pouvez me dire sur quelle caméra je démarre? Ok, ça marche. 1, 2, 3. Bonjour, nouvel épisode du live en direct de Climate Change avec ce matin un thème sur les mobilisations 2.0 autour du climat. À l'heure du smartphone tout puissant, des réseaux sociaux, la question se pose de savoir si ces outils sont pertinents pour mobiliser, efficaces, et puis une question également sur les effets, ce qu'on appelle les effets rebonds et les impacts environnementaux évidemment de l'utilisation de ces outils. Alors pour en parler, quatre intervenants avec moi ce matin. Bonjour, un plateau plutôt masculin. Ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, nous avons Thomas Bernardi. Alors pardon, je vais commencer avec tout au fond Valentin Gaufre, qui est cofondateur de 42 Factory. Enfin, vous nous donnerez la version anglaise. Je ne vais pas m'aventurer sur une traduction avec l'accent à 9h30 du matin. Votre métier, c'est le design et vous allez nous expliquer sur quel projet vous travaillez en ce moment pour mobiliser sur les questions de climat, mais on verra que c'est aussi plus large que ce simple sujet. À votre droite, Thomas Bernardi de l'association Ping, qui est connu à Nantes pour travailler depuis quelques années sur l'exploration des sentiers numériques. C'est l'objet qu'elle se donne avec des Fab Labs, avec des questionnements sur les usages numériques, sur leurs impacts écologiques. Et Ping, vous nous le direz, est avant tout une association d'éducation populaire. À votre droite, Gwenaëlle Podesta de l'association Climate, qui avait notamment organisé je ne sais pas si on peut dire une COP des jeunes ou des étudiants, voilà, une conférence des jeunes pendant la COP 21 en décembre 2015, et qui nous parlera du projet Nego Tracking. Et à ma gauche, Samuel Tiercelin, coordinateur du projet Open Odyssey, qui est un projet nantais lui aussi, depuis 5 ans, et qui anime ici, pendant l'événement Climate Change, le laboratoire des initiatives nantaises. Alors, on va commencer par Valentin Gaufre et 42 Factory. Comment on dit prenez un micro. Ça marche. Comment le prononcez-vous avec l'accent, j'allais dire anglais, mais aussi l'accent chinois, parce que c'est né en Chine, ce projet? Non, généralement en France, on dit 42 Factory, hein, sinon les gens ne comprennent pas, et 42 Factory. Ok. Donc vous êtes designer. Oui. Vous avez fait des études en France? Oui, j'ai fait l'école de design, le master. Ici à Nantes? À Nantes. D'accord. Donc interactivité. Et puis vos chemins vous ont emmené en Chine assez rapidement? C'est ça. Et c'est là-bas qu'est né ce projet 42 Factory. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte et quel est son objet? En fait, 42 Factory est aussi le projet qui nous a amené ici, qui est Atmotrack. Les deux projets sont nés à la rencontre donc, du master design de l'école de design organisée en Chine, et puis aussi ma participation à la création du premier hackerspace chinois qui s'appelait Shenzhen, où en fait dans le contexte on a vu que le mélange du design pour l'usage et les technologies pour être sûr que ça fonctionne, ça faisait complètement sens. Et Alors, pour les non-initiés, on va traduire hackerspace, dire ce que c'est. Hackerspace, c'est en fait dans le contexte chinois, c'est juste un espace collaboratif dans lequel on vient partager la connaissance, qui est très souvent orientée autour de l'outil informatique, mais aussi voilà, de l'électronique, des nouvelles technologies, de l'impression 3D. Ok. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, on a vu déjà qu'il y avait de l'intérêt pour ce mélange de design et d'ingénierie, qui était un peu nouveau. Et puis aussi, donc le projet Atmotrack, l'origine du projet, c'était de se dire comment on peut avoir accès à la donnée de qualité de l'air, savoir ce qu'on respire tout au long de la journée, sans avoir à se fier seulement aux sources officielles, qui étaient à l'époque à Shanghai, soit le gouvernement chinois, soit l'ambassade américaine. D'accord.
Donc ça correspondait à une aspiration sociétale également des gens qui étaient là, ou c'est une idée que vous leur avez proposée sur laquelle ils ont bondi? C'est en fait la qualité de l'air, la pollution, c'est tellement important à Shanghai que ça remplit nos vies. Et donc on s'est tous posé la question de savoir est-ce qu'on était capable de créer une solution pour atteindre ce but. Et ça répond à la fois à une envie, mais aussi à une problématique de santé. C'est-à-dire que si on ne sait pas, si on connaît pas ce qu'on respire, c'est difficile de prendre les choix, de savoir si est-ce que je sors, est-ce que je sors pas, est-ce que je mets un masque ou non, en fonction des déplacements. Alors comment le projet a évolué à partir de ce constat et de ce besoin ou cette envie? Déjà beaucoup de recherche et développement, non seulement parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi avec les capteurs, donc il a fallu développer des capteurs qui soient transportables, qui soient fiables, puisqu'on ne peut pas dire aux gens l'air est pollué, ah, en fait non, c'est juste notre capteur. Donc on a passé effectivement 3 ans et demi à développer la solution de captation pour atteindre donc, au début de l'été de cette année seulement nos taux de fiabilité qui est 98% aujourd'hui. D'accord. Alors c'est quoi? C'est un boîtier dans lequel il y a plusieurs capteurs qui permettent de tester quels composants atmosphériques, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas tous les tester. C'est ça, on a fait beaucoup de versions différentes. Donc Atmotrack, c'est le réseau en entier, le réseau de capteurs, qui est composé à la fois de balises fixes et de balises mobiles. Dans chaque balise, on a différents types de capteurs, des capteurs laser, des capteurs électrochimiques classiquement. Le grand axe, c'est de mesurer les particules fines, parce qu'on communique beaucoup sur les particules fines, mais en considérant il y a 3 tailles de particules. La communication, ce que vous voyez dans tous les journaux, c'est les PM10. Or, c'est les particules les plus grosses et elles sont souvent plutôt bien gérées par l'organisme humain. Nous, on s'est concentré sur les particules 2.5 et aussi, parce qu'on travaille avec les médecins, sur les particules encore plus fines, donc les PM1, pour pouvoir caractériser en fait, la dangerosité de chacune des particules. D'accord. Donc ça, c'est un des éléments que vous testez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on s'est basé sur l'indice AQI, donc qui permet d'évaluer la qualité d'un environnement à l'échelle globale. Et on mesure les dioxydes d'azote, le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. On a toute une liste. Il y a 5 mesures principales, qui sont des gaz plutôt. Et puis après, on a l'ozone, on a des choses comme ça. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut mesurer les émissions de CO2 d'une ville, par exemple, enfin d'une ville, d'un quartier, d'un... En fait, oui, Atmotrack, c'est vraiment la mesure rue par rue en temps réel. Donc on est capable non seulement de voir un quartier, une ville, mais aussi une rue, voire détecter, faire la différence entre la pollution de fond et la pollution qui est instantanée. Si on a un très vieux camion diesel qui démarre juste devant nous, on va être capable de voir l'émission même des particules fines qui sortent du diesel, et aussi la recombinaison, parce que souvent ce qu'on oublie, c'est que c'est pas forcément la sortie du pot d'échappement, mais surtout ce qui se passe après dans l'environnement qui est très complexe. Et c'est là où se crée la pollution. D'accord. L'idée d'Atmotrack aujourd'hui, parce que vous êtes revenu en France, c'est d'en faire un projet économique, industriel. Alors l'inscrire dans l'économie française, oui, parce qu'aujourd'hui on produit et on fabrique tout en France. Et c'est aussi, en fait, on s'est rendu compte que voilà, la problématique de qualité de l'air, c'était pas seulement Shanghai, c'est aussi Paris, c'est aussi n'importe quelle grande ville et plus largement la population, n'importe qui respire. Donc on inscrit ça, en fait, on s'est dit voilà, on vient du milieu DIY, de do it yourself. Il y a beaucoup de projets déjà citoyens, de mesures dans ce style-là. Mais on va avoir une démarche inclusive, c'est-à-dire qu'on met aussi bien des acteurs du médical, de la santé, que des acteurs publics, des collectivités dans la boucle. Et on inclut tout le monde, vraiment. Si vous voulez travailler sur ce sujet-là, venez nous voir, on discute avec vous. Et on essaie de faire quelque chose de périn. Donc pas forcément une machine capitalistique, c'est-à-dire qu'on a tout financé en fonds propres et c'est un choix depuis le début, de ne pas forcément faire appel dans un premier temps aux investisseurs, pour être sûr que voilà, on reste sur cette image on communique sur la qualité de l'air d'une manière neutre. On n'est pas influencé par tel ou tel justement lobbyiste, on va dire. Mais dans un pays comme la France, il y a un réseau qui est déjà mis en place. On pense au Air Paris, Faire Pays de Loire par exemple, ici. Comment est-ce que vous substituez, vous venez en complément? C'est quoi vos relations? On vient vraiment en complémentarité parce que quelque part, nous, on leur apporte une finesse de la mesure et une instantanéité. Et eux ont quand même des machines, il faut le reconnaître, qui sont beaucoup plus précises et... on va voir, nous, la quantité de particules, ça nous suffit pour donner le caractère dangereux. Eux vont voir comment sont composées les particules. Ils ont aussi une connaissance qui est tout à même de venir en complémentarité du réseau Atmotrack et inversement.
Donc on travaille avec une partie déjà des associations qui gèrent ce genre de réseau. Et puis on vient enrichir en fait leur base de données, parce qu'aujourd'hui ils ont très peu de stations qui sont très coûteuses à la maintenance. Et nous on propose justement un système qui est abordable, qui permet d'arriver à une finesse plus importante. C'est quoi votre objectif en termes de chiffres, si vous en avez un? L'objectif, c'est à terme d'avoir dans les grandes villes à peu près un capteur pour 1000 habitants. Ça nous permet donc c'est la complémentarité d'avoir une mesure très fine et aussi instantanée. Et puis après, voilà, c'est à terme à la fois pouvoir équiper les villes qui ont déjà des réseaux comme Air Paris ou Air Pays de Loire, mais aussi de travailler avec les pays qui sont en voie de développement, qui n'ont pas encore de réseau de mesure, et dans lesquels on peut déployer quelque chose très rapidement. Oui, de leur permettre d'accéder plus rapidement à la mesure et la connaissance. Et vous pensez que le fait d'avoir cet équipement, d'avoir cette information, de la mettre en réseau, ça peut aussi, parce qu'on parle de mobilisation citoyenne, ça peut aussi contribuer d'une part à la sensibilisation, voire à faire pression sur le politique pour que les choses évoluent? En fait, il y a ces deux aspects-là. Premièrement, justement, on est dans la même démarche que d'autres ici. C'est qu'on permet aux gens de se rendre compte que la qualité de l'air, c'est pas seulement Paris qui est pollué, c'est aussi moi dans ma rue, chez moi à Nantes ou dans n'importe quelle petite ville qui potentiellement a une pollution locale. Donc on inscrit dans la vie de tous les jours, de tous les gens, une donnée qui est au départ intangible. Parce que la pollution, c'est pas forcément l'odeur, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas forcément. Et puis le second volet, j'ai perdu. C'est la pression. Quand je dis pression, c'est le fait de pouvoir faire pression sur le politique. Faire pression, c'est pas le but d'Atmotrack. Au contraire, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent communiquer. On s'est rendu compte dès le départ que dans les collectivités, la qualité de l'air, c'est un sujet qui est très complexe. Donc tout le monde n'a pas forcément la formation pour le comprendre. Et on s'est aussi rendu compte que les politiques aujourd'hui de développement durable, de transition énergétique, c'est quelque chose qui, en tant que citoyen, on est souvent dans le côté subi. C'est-à-dire qu'on nous dit du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture en ville. Pour autant, si on n'a pas la communication et si on n'est pas capable de savoir à quel point c'est efficace, ça reste quelque chose qu'on subit. Donc Atmotrack donne les outils aux collectivités pour comprendre, savoir quels sont les quartiers prioritaires et comment les impacts pourraient être les plus importants. Et puis pour les citoyens, justement, on peut voir l'avant, l'après, rue par rue, et se dire, ok, cette loi-là qui est très globale, est-ce qu'elle a une influence sur moi? Et auquel cas, affiner ses choix. Donc le but n'est pas de faire pression, c'est au contraire de faciliter la communication entre les différents acteurs. D'accord. Mais est-ce qu'on peut imaginer, je crois avoir vu ce type de projet il y a quelques années, qu'une montre portée par n'importe qui, dotée de petits capteurs, permettrait de densifier encore le réseau que vous évoquez? On y arrivera. Pour l'instant, très honnêtement, la taille, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur un sac à dos ou dans le cadre d'un vélo. Une montre, c'est encore un peu gros. D'accord, ça ne serait pas assez précis, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Petite question sur la durabilité et sur l'éco-conception éventuelle du dispositif. Dans la mesure où il y a des éléments chimiques, notamment, est-ce que ça signifie qu'il faut le renouveler régulièrement? Oui. En fait, tous les capteurs ont une dérive. Aujourd'hui, elle est contrôlée. Et justement, dans la conception électronique, on a fait en sorte que les capteurs qui sont à changer, ça peut être, ça va généralement d'1 an à 3 ans. Ces capteurs-là, on puisse les changer, les recycler, sans avoir à changer de l'intégralité du dispositif. D'accord. Donc on prend ça en compte dès maintenant. Ce serait hypocrite de ne pas le faire. Ok, c'est dans vos préoccupations. J'imagine que c'est pas simple, mais vous l'avez en tête. C'est pas simple, ça a aussi un coût, quelque part. Mais on est dans une démarche vertueuse, donc on ne peut pas dire on va communiquer sur la qualité de l'air, mais en même temps ne pas se préoccuper de comment nous on pollue, quoi. D'accord. Alors j'imagine que ce dernier point doit retenir particulièrement l'attention de Thomas Bernardi, qui est à votre droite, et de l'association Ping, puisque sur l'exploration des sentiers numériques, le fait de mettre un peu en perspective nos pratiques numériques, même si là on voit que c'est pour le meilleur finalement, enfin en tout cas c'est pour l'information, la sensibilisation, l'éducation et pour la santé, c'est pas sans effet retour. On peut peut-être en citer quelques-uns et sans s'y attarder, trouver surtout proposer des chemins pour faire avec. Comment est-ce que vous voyez ces choses?
Alors bonjour, j'ai du son là, voilà. Merci de donner la parole à notre association dans ce cadre-là. Pour faire simple, pour se présenter, Ping, c'est une association voilà, qui travaille sur les technologies, qui essaie de comprendre en quoi ces technologies influencent, impactent la société dans laquelle on vit, sur différents aspects, d'un point de vue socio-économique, mais également, comme tu le dis, environnemental. Donc on fait un travail, on va dire, d'investigation, d'animation de réseau. On essaie de comprendre un petit peu les rouages, les mécanismes de fabrication de la chaîne des technologies. En effet, là, tu commences par poser une question directement assez complexe, à laquelle c'est difficile de répondre comme ça de but en blanc. Évidemment, nous, on a un projet qui a un petit peu fait écho, qui fait écho à cette question-là, qui s'appelle Slowtech, qui est un projet qui a été développé à partir de 2013 et qui vise à comprendre les phénomènes de l'obsolescence, alors programmés ou pas, des technologies. Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec énormément de déchets, de D3E, comme on dit, hein, déchets électroniques, électroménagers et électriques, dans nos ateliers. On ne savait pas trop quoi en faire, et donc on s'est penché sur la question, où est-ce que ça part, comment c'est fait aussi, et puis ainsi de suite, comment c'est recyclé. Donc on a mené ce projet depuis 2013 sur différents aspects. Un travail d'investigation, essayer de comprendre le processus de fabrication de ces technologies-là, depuis l'extraction des minerais jusqu'à leur transformation, jusqu'à l'assemblage et jusqu'à l'utilisation ici, et puis le recyclage, et puis les déchets. Et puis à côté de ça, on a aussi essayé d'être dans l'action parce que c'est intéressant de constater les choses, même parfois quand elles sont désagréables à constater, mais après il faut pouvoir être tout dans l'action. Donc on a mis en place un réseau de réparateurs et des ateliers de réparation pour essayer de mobiliser un maximum de personnes sur la réparation de leurs objets, on va dire, domestiques, que ce soit aspirateur, grille-pain, smartphone, voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on fait des ateliers comme ça, mensuels, voire plus, mais en tout cas au moins mensuels de réparation. Et c'est peut-être en ce sens-là qu'on est le plus proche de la thématique abordée aujourd'hui. Après... Ce sont des ateliers d'auto-formation. Enfin, ce sont des ateliers de co-réparation où les personnes viennent apporter un objet qui est défectueux et il y a quelqu'un qui les accompagne et qui leur montre... Donc elles vont apprendre à le réparer. Voilà, sans garantie de réparation, parce que de toute façon, on est amateurs, ce sont des personnes bénévoles, militantes, qui viennent filer un coup de main. Et il y a des choses qui sont plus faciles à réparer que d'autres. Et ça aussi des conseils qui sont intéressants, dans la mesure où un appareil fabriqué dans les années 70 ou 80 offre plus de possibilités de réparation qu'un smartphone. Pourquoi ? Parce que sa conception est plus simple ? Sa conception est plus simple. Il suffit souvent de l'ouvrir et puis de constater à l'intérieur qu'il y a quelques éléments mécaniques et électroniques qui sont identifiables rapidement et changeables, remplaçables. En ce qui concerne un smartphone, il faut déjà pouvoir l'ouvrir, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, sans l'abîmer. Et puis à l'intérieur, il y a une complexité technologique qui dépasse souvent les compétences des réparateurs. Et il ne faut pas oublier aussi que dans un smartphone, je parle d'un smartphone, mais je parle d'informatique, les dispositifs que tu fabriques sont du même acabit, il y a des couches matérielles et logicielles. Donc après, il faut pouvoir aussi accéder aux logiciels. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association, on défend ce qu'on appelle la culture libre, c'est-à-dire partage des connaissances et promouvoir les logiciels libres pour pouvoir accéder à ces dispositifs-là, les réparer éventuellement, modifier leurs usages, les adapter à des usages personnalisés ou collectifs. Voilà. Donc oui, il y a des difficultés à réparer ces objets-là. C'est indéniable. Mais ça signifie que puisque là on parle de mobilisation, finalement, Ping, vous êtes aussi bien attentif au fond de la mobilisation, c'est-à-dire à quoi elle mène, à quel nouveau comportement, quelle prise de conscience, qu'à sa forme. Tu parles de logiciels libres. Le fait que, par exemple, le savoir informatique puisse être partagé à tout moment, qu'on puisse aller dans le moteur facilement, et que le meilleur logiciel, s'il apporte du bien à l'humanité, s'il est totalement verrouillé, sera à vos yeux problématique. C'est bien ça ? Eh bien, en fait, on pose le constat.
dire qu'on observe les technologies, on voit qu'elles sont de toute façon de plus en plus présentes autour de nous. Ça, c'est un constat que tout le monde peut faire, avec nos cartes, nos téléphones, nos voitures même, qui sont équipées d'électronique. Quand on va chez le mécano, maintenant, ils sortent une mallette électronique pour réparer la voiture. Donc on se dit, oui, on est dans un environnement de plus en plus technologique, soit. Et pour que les personnes puissent se sentir à leur aise, qu'ils puissent avoir un pouvoir d'agir sur leur environnement, il faut qu'ils le comprennent. Eh bien, pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir y accéder. Alors nous, évidemment, on dit, évidemment, apprenez l'informatique, apprenez le code informatique, apprenez l'électronique, c'est la moindre des choses. Mais une fois qu'on a ces compétences-là, si on ne peut pas les exercer sur notre environnement, si on ne peut pas accéder à ces machines qui nous environnent, eh ben, c'est un petit peu risqué. La balance, elle est un petit peu déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on est environné, entouré de machines qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas accéder, qui sont des boîtes noires. Donc, évidemment, c'est intéressant, comme tu le dis, de pouvoir réparer, de pouvoir ouvrir une machine, de comprendre comment elle est fabriquée, de pouvoir en imaginer d'autres aussi. J'imagine que, Valentin, tu t'es associé ou tu l'as développé toi-même des logiciels, mais c'est bien si ton voisin a repéré un bug et améliore ton dispositif pour capter les particules de façon plus adaptée ou plus précise, j'en sais rien. Voilà. Donc la question des logiciels libres, c'est une question profondément politique, d'émancipation, émancipation sociale. D'accord, très Voilà. bien. Mais Thomas, on va revenir à toi tout à l'heure. On va parler un peu négo, et tout à l'heure on parlait de tracking. Alors là, c'est un autre tracking puisque ce sont le nom du projet de Gwenaël, c'est Nego Tracking, qui est issu d'un dispositif qui a été mis en œuvre pendant la COP 21, donc la négociation sur le climat, c'est ça. Enfin, il y a eu une première expérimentation, en tout cas, de négociation. Ou de contre-négociation ou d'alter-négociation, je ne sais pas comment on dit. En fait, il y a plusieurs choses. Climate, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Et donc, dès le début, il y a eu donc c'est une ONG jeune internationale. Et dès le début, il y a vraiment une volonté de s'impliquer dans les négociations climatiques pour proposer des nouvelles solutions. Et du coup, ça s'est passé par le suivi des négociations, forcément. Et du coup, on va aux COP, aux intercessions à Bonn, aux conférences de la CNUC. Donc il y a toute cette partie de suivi des négociations. Et après, il y a une autre partie qui est plus comment on va sensibiliser les jeunes à cette question, à la question du climat et à la question des négociations climatiques. Et donc pour ça, on a créé un projet qui s'appelle Cop in My City, où là, le projet, c'est un jeu de simulation, comme on dit. Donc les personnes vont représenter des délégations et elles vont simuler en fait une COP. Et pour après avoir un accord, on va voir après, on a un logiciel qui permet d'agréger toutes les contributions, de voir où est-ce que ça en est. Et du coup, associant ça à une formation sur les enjeux énergie, climat et négociation, c'est vraiment un très bon outil pour sensibiliser des gens qui ne seraient pas spécialement intéressés par ce sujet de manière assez large. Et donc là, j'ai les chiffres. En 2015, il y a eu plus de 120 simulations dans 30 pays. Et donc ça, c'est pas nous qui les organisons toutes. C'est assez décentralisé comme organisation. Donc nous, on forme ce qu'on appelle des COP leaders partout dans le monde. Et après, eux, ces COP leaders, ils vont créer des simulations dans leur communauté locale, que ce soit dans leur université, leur association ou leurs amis. Donc voilà, c'est en utilisant forcément des outils numériques. Nous, on les forme, parce que souvent on les forme à distance, et qu'après, eux, ils puissent avoir un contact réel avec les gens pendant la simulation. Si je comprends bien, toutes ces négos qui ont essaimé, vous en êtes à l'origine par le dispositif que vous proposez, ou il y a aussi d'autres associations dans le monde qui font le même travail? Donc nous, on produit les documents de formation, on centralise un peu les formations, et après elles sont réalisées par des COP leaders qui peuvent aussi être d'autres associations locales, par exemple, qui peuvent être intéressées pour faire ça. Donc là, typiquement, on est dans une logique open source. Exactement. Ok. Ça touche, ces négos ont réussi à emmener, à toucher, à mobiliser combien de jeunes? Donc j'ai pas le chiffre en termes de personnes, mais je vous ai dit qu'en 2015, il y a eu 120 simulations dans 30 pays, donc c'est quelque chose qui a vraiment très bien marché. Surtout qu'il y avait l'approche de la COP 21, donc il y avait une sorte d'ambiance où tout le monde s'intéressait vraiment aux négociations climatiques et voulait un peu avoir un événement pour sensibiliser. Il y a même des entreprises qui sont intéressées pour faire des choses comme ça. Et donc là, du coup, ça a un peu évolué.
après la COP21. On a aussi lancé un nouveau projet un peu similaire, mais qui cette fois-ci simule l'arrivée d'une vague de chaleur dans une ville. Donc, ça s'appelle Heatwave in My City. Et le principe, c'est de simuler une vague de chaleur due au changement climatique et voir en fait comment les différents acteurs réagissent réagissent et comment ils collaborent ensemble pour faire face à ce défi. D'accord. Il m'avait semblé que le projet de COP pouvait déboucher aussi sur une simulation sur les températures. Oui, exactement. Ouais. Donc on utilise un logiciel qui s'appelle Sea Roads. Ouais. Qui est donné par Climate Interactive, qui est donc un partenaire du projet, Mhm. et qui permet en fait d'agréger les contributions, qui utilise des modèles énergie-climat pour agréger les contributions. À la fin, on voit par exemple si on agrège les contributions des différentes personnes, on dit ah là on est arrivé à 2,4 degrés, donc on n'est pas tout à fait au stade des 2 degrés. Et là, ça permet d'enchaîner par exemple sur des réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire un monde à 2,4 degrés en comparaison de 1,5 par exemple. Donc pour bien se représenter, moi je peux participer par exemple, être le représentant de l'Australie, dire Tout à fait. ben, moi je veux continuer d'extraire mon charbon ou je sais pas quoi. Donc voici ma position dans la négociation et au terme des négos, en fonction du résultat, on voit l'impact à 50, 100 ans sur Voilà. l'atmosphère terrestre. Donc en fait, la manière dont c'est organisé, il y a plusieurs rounds de négociations. Donc au début, voilà, ça va être vos positions. Après, il y a l'Inde qui va vous dire oui, mais moi, j'ai vraiment envie de me développer. J'ai envie que ma population sorte de la pauvreté. Donc j'ai envie de pouvoir émettre aussi. J'ai envie d'acheter des Rafales. Par exemple, aussi. Et du coup, là, il va y avoir un dialogue qui va s'engager. Vous allez trouver des solutions. Alors comment on peut essayer faire, comment on peut faire pour qu'à la fois tu puisses te développer et moi, je réduise mes émissions. Donc après, je sais pas, il peut y avoir les transferts financiers. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'imaginer des solutions, quoi, pour arriver à un objectif de 2 degrés, voire 1,5. D'accord. Est-ce que est-ce que c'est drôle, enfin, parce que j'imagine c'est avant tout sérieux, c'est un vrai truc, mais les gens qui se prennent, ou les jeunes qui se prennent au jeu, qu'est-ce que vous observez dans ces négos? Est-ce que vous apprenez des choses sur la façon dont les gens se mobilisent? Donc c'est ce qu'on appelle un peu un serious game. On joue sérieusement, mais ça reste un jeu. Et enfin moi j'avais animé ça. Moi je suis aussi chef scout dans ma vie personnelle et j'ai animé ça pour mon groupe scout. Et les jeunes étaient hyper motivés. On les avait déguisés pour que chacun il soit reprendre sa pays. Ils étaient vraiment à fond et on les voyait en train de dire non mais là, eux ils font une négociation secrète. Enfin c'est vraiment, ils se prenaient vraiment dedans. Et je pense que le faire passer ça comme par un jeu, ça permet vraiment de rentrer vraiment dans un sujet qui de l'extérieur peut paraître très austère et très compliqué, alors que là le fait de rentrer par un jeu, ça peut justement donner une sorte de premier pas qui va ensuite permettre d'intéresser les gens plus avant à ces questions. Alors on va revenir sur l'efficacité sociale de tous ces dispositifs. Juste avant, je voudrais qu'on écoute Samuel Tiercelin, donc, qui est nantais lui aussi. Donc l'association que vous portez s'appelle Open Odyssey. Oui. Et le projet qui nous intéresse en particulier, c'est le Laboratoire des initiatives citoyennes, qui est en fait une réplique à l'occasion du sommet Climate Change des actions que vous menez au quotidien depuis quelques années, tournées vers les étudiants. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, changer le monde, fabriquer la ville de demain, c'est un chemin parsemé d'embûches, c'est compliqué, ça s'apparente à une aventure épique, nous on appelle ça une odyssée. Pour que ça marche, il faut s'ouvrir à tout le monde, il faut aussi mettre tous, les porteurs d'initiatives, les startups, les grands groupes, les collectivités. Il faut s'ouvrir aux seniors et il faut s'ouvrir peut-être plus à une population qui est peut-être la première concernée, qui est la jeunesse. Donc il faut être open, d'où Open Odyssey. Et l'idée, c'est de faire rentrer tout le monde dans une boucle vertueuse, dans une boucle de l'infini, qui est notre logo. Et on a mis en place un dispositif opérationnel qui est la transition positive, qui est cette transition impulsée par la jeunesse. Mais cette jeunesse, en fait, elle ne peut fonctionner que si elle est en lien avec les startups qui bougent et qui bougent en local. Donc effectivement, pendant 3 jours ici, au Lab des initiatives nantaises, il y a, à notre sens, les porteurs des modèles économiques de demain. Pour certains, c'est des assos, pour certains, c'est des habitants, pour certains, c'est des gens qui travaillent dans des grands groupes. Mais pour nous, c'est la matière qu'on donne aux étudiants à étudier toute l'année. Et pour faire le pont avec mon prédécesseur, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les mobiliser, leur donner envie. Moi, ce que j'aimais bien dans ce que j'entendais, c'est qu'ils s'y croyaient, ils pensaient qu'ils pouvaient vraiment changer le fonctionnement d'un pays. Nous, on est là pour essayer de créer les pas possible. Mais ils ne savaient pas que c'est pas possible. Non, je blague. Mais l'idée, c'est... je vais décourager tout le monde, je suis désolé. S'il propose à tel pays de changer complètement sa politique énergétique, testons-le dès maintenant.
Donc Open Odyssey, c'est de créer les conditions pour qu'on expérimente dès maintenant ce que propose la jeunesse en lien avec les autres acteurs. Faisons-le dès maintenant parce qu'il y a des beaux discours et nous on est là juste pour dire au pire ça marche. Voilà, donc ça fait 4 ans qu'on a cette intuition, depuis 1 an on monte en charge, il y a plus de 1000 étudiants à Nantes de 7-8 écoles maintenant qui sont dans le jeu, qui contribuent à cette transition positive. Et on intéresse et on est soutenu par la métropole qui nous suit dans cette action-là. Et ce qui est intéressant, c'est comment maintenant on peut aussi entraîner les acteurs privés Les étudiants, dans cette activité. Les étudiants, ils suivent comment? Enfin, je veux dire, concrètement, c'est une population facile à mobiliser, à bouger. Non. Qu'est-ce que vous observez? Il y a des programmes, il y a des cours, il y a des objectifs pédagogiques à remplir. Et Donc, vous êtes entré dans le schéma pédagogique? Exactement. En fait, c'est ça la carotte. On rentre par où on peut. D'accord. Donc il faut rentrer dans les cours puisque les cours prennent du temps. Donc plus on intégrera dans les cours des écoles des choses concrètes et qui ont du sens, mieux ce sera. Et ce qui est bien, c'est qu'avec certaines écoles, il y a une vraie belle relation qui se fait avec les enseignants, puisque ça ne marche que si on est en lien avec les enseignants. C'est eux qui sont garants de tenir ces objectifs pédagogiques. Nous, on est là, en extérieur, pour les challenger. Mais il se trouve que des fois, on travaille avec des étudiants en dehors des cours et on travaille en direct avec eux. Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, à Nantes, il y a 50 000 étudiants. À un moment donné, il faut que ces 50 000 étudiants, de près ou de loin, ils soient mis à contribution et qu'ils puissent travailler sur des projets qui ont du sens. Pour l'instant, on en a sensibilisé 600 l'année dernière. On voit le chemin qui nous reste à parcourir uniquement à Nantes. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, quels sont sur cette expérimentation quand même grandeur nature que vous menez, où est-ce que ça réagit? Quelle sensibilité vous observez? Quels sont les sujets qui mobilisent peut-être plus que d'autres? Et les chemins, les formes que prennent les mobilisations les plus efficaces? Enfin, s'il y en a, hein, je ne vous demande pas des martingales, mais il faut leur parler concret. Ça marche à partir du moment où on leur fait rencontrer des porteurs de projets qui ne sont pas forcément connus. Pourquoi? Parce qu'ils ont autre chose à faire que de communiquer. Donc ils sont dans le faire. Tous ces gens qui sont dans le faire, ces gens que vous rencontrez dans les hackerspaces, dans les espaces d'échange, dans les incubateurs, dans les quartiers. Ces gens-là, en fait, des fois, ils ne savent pas non plus se présenter, dire ce qu'ils sont. Donc effectivement, le laboratoire des initiatives nantaises, c'est déjà aussi pour eux un focus particulier sur qui ils sont. Et pour certains, quand vous vous intéressez à ce qu'ils font, il y a des petites boîtes à Nantes. Je citerai Solutions Recyclage, ils sont 10, je crois, Olivier Humeau. Olivier, il a le modèle économique de la Poste de demain, ni plus ni moins. Sauf que la Poste le connaît un petit peu, regarde, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font? Et dans leur manière de faire, aujourd'hui, des groupes comme ça ont du mal à fonctionner avec ces petites boîtes, qui pourraient pourtant leur permettre d'éviter de se prendre une banane dans quelques années, puisqu'ils vont perdre 6 milliards de chiffre d'affaires. Je le dis en toute connaissance de cause, parce que je suis un ancien salarié du groupe La Poste. Mon rôle, c'est de faire que Olivier puisse se présenter comme il faut à des gens comme le groupe La Poste sans se faire piquer son idée, et qu'il puisse entrer en direct avec des étudiants et faire comprendre qu'il y a d'autres modèles économiques qui existent. Les étudiants, en voyant ça, ils ont envie de bosser avec Olivier, puisque c'est souvent des gens qui ont du charisme, qui sont engagés et qui donnent envie, et qui peuvent donner du temps à des étudiants. Mon rôle n'est ni plus ni moins que de mailler tout ça. Je suis un grand hub, mais actuellement, il manque ça, puisque tout existe. Il y a les lieux pour qu'on bosse, il y a les gens qui se bougent, les petits qui ont les modèles économiques de demain, les gros qui sentent qu'il faut qu'ils le fassent parce qu'ils sont en train de se prendre le mur. Et à un moment donné, il faut quelqu'un, des structures qui fait le lien. Nous, à notre niveau, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais on est en train de se mailler avec d'autres gens à Nantes qui le font aussi comme nous, en fait. Comme je citerai les Badauds associés, les artisans du changement, Scopic, les gens autour de Terra Eco que tu représentes, Walter. Maillons-nous pour mettre en relation tout le monde. Et donnons ça aux étudiants et invitons les décideurs économiques et politiques au bon moment, aux bons endroits, pour qu'ils prennent des décisions. Voilà. Alors, même question que je pose à tous sur les chemins qui semblent fonctionner ou pas ou dans la mobilisation. Qui veut? Valentin? Comment ça réagit? Alors, j'imagine que sur un sujet santé-environnement, ça réagit forcément. Oui, en fait, on a plein de points d'entrée aujourd'hui avec Atmotrack. La mobilisation, elle passe généralement, nous dans le cas, c'est par être transparent.
C'est-à-dire qu'on représente un milieu neutre entre les acteurs, les collectivités, les acteurs privés et autres, et aussi d'être inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche elle a été de dire on ne va pas seulement faire un point technologique ou du design ou de la belle recherche. On va aller voir les industriels, on va aller voir les professionnels de la santé, les collectivités aussi, pour leur dire n'ayez pas peur, c'est quelque chose qui va arriver dans tous les cas. Donc autant discuter avec nous puisqu'on est très ouvert. Donc la mobilisation, elle est passée par vraiment ça, être transparent et communiquer sans frein, être franc en fait. Mais une fois que le dispositif est ou sera en place, comment ça se matérialisera pour le public? Est-ce que je pense par exemple que les données d'Airparis, d'Air Pays de Loire sont publiées dans la presse, via des sites internet, via des applis, Comment va se faire le contact direct avec le public dans le cas de ton projet Atmotrack? Il y a 2 grands points aujourd'hui. On est une génération numérique, donc on va passer par des applications. Donc en fonction des utilités de la donnée, on va avoir des tableaux de bord pour les gens qui ont besoin de manager plusieurs ensembles. Pour le grand public, l'idée c'est de pouvoir avoir une application qui lui dit voilà, qu'est-ce que tu as respiré dans la journée, quoi faire comme activité en fonction de ça. Et si tu veux planifier ton trajet, te dire est-ce que c'est le temps pour aller faire une balade ou pas. Juste avoir une application extrêmement simple à regarder pour savoir ça. On a l'avantage chez nous d'avoir des designers d'interface, moi le premier. Donc on sait très bien rendre simple une donnée qui est très compliquée. Et c'est là où on se reconnaît aussi avec les gens de Climate, c'est qu'on sait que la visualisation d'informations, si elle est bien faite, elle ne communique pas de manière erronée des données qui sont fiables. Et puis aussi, elle permet aux gens de se rendre compte vraiment des choses. C'est plus simple de voir sur une infovise en quelques secondes où je me situe moi que d'avoir à parcourir un document de thèse de 400 pages. Quoi. Oui, bien sûr. Mais ce que j'entends en filigrane, c'est que de la même façon que quand je prends ma voiture, je mets en route une application qui va m'orienter en termes de trafic, par exemple. Dans la vie quotidienne, ce qu'on entrevoit, c'est que demain, on va s'orienter dans notre quotidien en fonction des pics de pollution atmosphérique pour faire telle ou telle activité, c'est ça? Ou pour le faire dans tel ou tel quartier? Non seulement ça, c'est-à-dire qu'à partir de la donnée que nous, on collecte, il y a n'importe quelle start-up ou entreprise qui veut faire ça est capable de le faire. Non seulement s'orienter, mais aussi pouvoir connaître l'impact prédit de son trajet. C'est-à-dire que si on dit ok, je m'oriente, mais j'ai un V8 de 12 litres au 100, et encore c'est un petit, c'est quoi l'impact que moi je vais avoir sur cette circulation? Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les gens qui prennent aujourd'hui, on parle de mobilité douce, qui prennent la décision de se déplacer en vélo à Nantes notamment, ce qui est très bien fait pour ça. C'est les premiers exposés à la pollution en fait. Donc on se dit je réduis mon impact propre, mais je suis plus impacté par la pollution des autres. Donc voilà, la donnée d'Atmotrack, elle permet d'enrichir des services justement de GPS par vélo, de GPS même par voiture, et de rentrer dans cette démarche qui est vertueuse. Et justement, la question qui me vient derrière, c'est comment ne pas être juste dans le constat quelque part d'un monde qui s'effrite et d'une pollution qui s'aggrave, dans laquelle je vais devoir ruser et trouver le meilleur chemin pour être le moins impacté. Est-ce qu'il y a un moyen, à votre sens, est-ce que vous le cherchez, est-ce que vous avez des idées pour transformer ça en vrai outil de mobilisation? C'est-à-dire comment on fait bouger les lignes au-delà de les subir? Pour la mobilisation, honnêtement, on vient donner les clés, les informations aux gens qui sont déjà dans cette démarche. Parce qu'il y a un stade où on sait faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Oui. On est dans le profil justement des entrepreneurs qui avons peu de temps des fois. Donc aujourd'hui, on travaille des associations qui sont dans cette mobilisation, qui sont dans l'enrichissement de communautés, la création même de communautés. Et leur dire, voilà, vous avez besoin de cette information-là pour être au fait des choses. Très bien, on a l'information, donc on vous la communique. Donc là, il y a déjà des associations dans votre giron. Oui, en partie. Et puis n'importe quelle association qui veut justement avoir accès à ça, on discute. Peut venir vous voir. D'accord. Thomas Bernardi, sur l'efficacité des mobilisations, les gens qui viennent vous voir à Ping, de quoi ils ont envie? Alors, les gens qui viennent voir Ping, il y a une grande diversité de gens qui viennent pour voir Ping, parce qu'on a plein de portes d'entrée différentes. Il y a ceux qui viennent par le Fab Lab et qui veulent bricoler. Il y a ceux qui veulent réparer. Il y a ceux qui veulent se documenter sur des questions
l'anthropocène, comme je disais tout à l'heure, enfin, un sujet qu'on a pu aborder sur des questions d'obsolescence. Il y en a qui viennent aussi sur des questions de propriété intellectuelle. Enfin voilà, c'est assez divers. Oui, parce que vous êtes aussi un centre de ressources. Oui, on est une association ressources sur ces questions-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, les technologies numériques touchent à tous les domaines de la société. Eh bien, il y a des gens qui vont venir nous voir pour savoir, tiens, l'éducation par rapport au numérique, ça en est où Donc, évidemment, on n'a pas réponse à tout et on s'associe avec ce qu'on appelle des explorateurs associés, des gens qui sont compétents sur des sujets, comme une personne sur la propriété intellectuelle, qui est un doctorant en droit, qui va nous accompagner là-dessus pour avoir des réponses plus précises sur la culture libre. Bref, ce que je voulais dire aussi, c'est que de là où je vous parle, moi personnellement, c'est ça aussi avec un bagage de développeur. Enfin, je développe en langage de programmation, de l'électronique aussi, en ligne de commande Linux. Enfin, voilà, je vous parle de quelqu'un, du point de vue de quelqu'un qui connaît la technologie et qui a étudié un petit peu aussi ces modèles de fabrication. Et j'aurais envie de dire que le virtuel et souvent ce qu'on dit le virtuel, les technologies numériques ne sont pas virtuelles justement. Les technologies numériques ne sont pas virtuelles, elles ont un impact écologique assez conséquent. Alors je pense qu'il faut avoir ça en tête pour penser l'innovation différemment. Alors justement, c'est une note positive que je donne là, c'est-à-dire on peut imaginer innover et proposer des solutions à des problèmes avec autre chose que des solutions high-tech. Alors, évidemment, je suis un peu à contre-courant en disant ça, mais il y a des gens qui ont déjà un peu pensé à ces questions-là, à ces solutions-là. Je pense notamment à Philippe Biouy, qui est ingénieur sur les minerais, sur les ressources en minerais et en énergie, qui a écrit quelques ouvrages là-dessus. Dont l'âge des low-tech. L'âge des low-tech, par exemple, exactement, et qui propose d'inventer des solutions qu'on puisse produire en local, qu'on puisse réparer, qui ont un faible coût énergétique. Donc il faut maintenant, en tant que designer aussi, penser à des solutions de cet ordre-là qui soient innovantes et qui puissent avoir un impact social et écologique faible. C'est-à-dire qu'en fait, la simplicité et la légèreté écologique, c'est aussi du génie. Oui, je pense qu'il faut s'en rendre compte maintenant de toute urgence et qu'on est devant le fait accompli. Enfin, le climat, c'est un constat maintenant difficile à renier, qu'il se réchauffe, donc, et qu'il y a des transformations liées aussi à la pollution. Enfin, c'est-à-dire il y a des constats qu'on peut faire tous les jours. Donc, il faut avoir un curseur bien positionné entre le coût de développement de certaines innovations et leurs solutions qu'elles sont censées apporter. Je pense qu'il y a un équilibrage à trouver sur lequel il faut vraiment se pencher urgemment aujourd'hui, dans la conception. On parlait d'éco-conception tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment un sujet fort aujourd'hui. Et voilà. Et il n'est pas interdit de réviser ces notions qu'on a de progrès aussi, d'innovation, qu'on partage tous plus ou moins. Et je pense qu'il y a un travail d'imaginaire à refaire là-dessus. Que le progrès doit être un progrès humain avant tout et pas forcément technoscientifique. C'est des choses qui sont importantes aujourd'hui. Hein. J'ai envie de porter aussi ce message-là. C'est pas de la technophobie. Hein. Je veux dire, je suis pas technophobe, j'ai pas peur de la technologie puisque je pratique. C'est ton métier. Oui. Je la fréquente au quotidien, je la côtoie et je pense que c'est important parfois d'avoir un regard un peu décalé sur ce que. Et d'essayer de lui donner un autre visage, c'est ça ? Voilà. Ok. Gwenaël, est-ce que le public que tu touches dans les COP te semble réceptif aussi à cet aspect-là de la mobilisation numérique, technologique ? Je veux juste réagir à ce que disait Thomas, c'est que je suis tout à fait d'accord avec cette idée de low-tech, etc. Mais je pense qu'après, on ne peut pas tout balayer d'un revers de main. Et, je pense que ce n'est pas du tout ton propos. Et, par exemple, nous, en tant qu'ONG internationale, je pense qu'on fait des choses super, mais ça aurait été impossible à faire si on n'était pas toujours connecté sur Internet, si on ne s'envoyait pas 50 000 mails. Et on sait bien que ça a un impact écologique. Voilà, à chaque fois qu'on envoie des mails, je ne sais plus combien de grammes de CO2 c'est. N'empêche que ça permet aussi de faire des connexions qui n'auraient jamais été possibles sans. Et quand on voit ce que les équipes internationales qu'on a font, je pense que voilà, c'est juste pour nuancer. Et du coup, pour répondre à ta question,
C'est quoi ta question déjà? Ben, c'était ça. C'était comment vous intégrez ces sujets. Donc tu réponds déjà que voilà, le numérique est avant tout une chance pour vous. Voilà, Ça, je comprends. et du coup, nous, la manière d'essayer de toucher les gens, c'est vraiment en commençant sur les choses qui commencent par leur vie, qui les affectent dans leur vie quotidienne. Et donc, par exemple, on a à la COI, donc la conférence des jeunes, la 11e conférence des jeunes qui s'est tenue à Paris l'an dernier, avant la COP, pas pendant la COP, qui est en fait un événement annuel qui se passe tous les ans avant la COP. Et là, donc, c'était co-organisé par Climate et 4 autres associations jeunes. Et on a vraiment essayé de toucher un public qui ne soit pas déjà sensibilisé aux négociations climatiques. Et, parce que notre objectif, c'était de faire venir 5000 jeunes à la COI. Et donc pour ça, clairement, il fallait aller au-delà de nos réseaux habituels d'ONG. Et du coup, là, on a vraiment travaillé sur des aspects connexes à l'environnement, mais qui peuvent être des ports d'entrée pour d'autres types d'acteurs. Alors par exemple Donc par exemple, on a beaucoup travaillé sur toutes les questions d'emploi, sur les questions de transport, sur les questions d'alimentation, qui sont en fait toutes liées à l'environnement et au climat, mais que ça pouvait être des ports d'entrée pour d'autres types de populations qui s'intéressent à ces questions de manière plus précise et qui pouvaient du coup rentrer dans les questions climatiques par cet axe-là. Et du coup, on avait aussi des ateliers, par exemple, plus d'apprendre à faire, pas que apprendre en termes de connaissances. Où c'était, par exemple, voilà, comment réparer ton vélo, comment faire ton propre dentifrice, zero waste, etc. Vraiment des choses vraiment qui agissent dans ta vie au quotidien et qui induisent au final une réflexion sur le climat, sur l'action que tu vas avoir sur l'environnement. Et pour rebondir aussi sur la question des nouvelles technologies, donc comme on essayait d'avoir un public vraiment international, mais on était très conscient du fait que voilà, il y a un coût carbone au transport. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des COI locales. Donc il y avait 6 COI locales organisées dans les différents continents du monde. Donc en fait, les gens puissent assister à la COI en se rendant soit dans les COI locales s'ils habitent dans la région, ou soit en assistant complètement en ligne. Tout était retransmis sur Internet. Et du coup, il y avait des interactions permanentes entre la COI de Paris et les différentes COI locales. Donc il y avait des ateliers en fait, où les gens qui étaient à Paris travaillaient avec les gens qui étaient à San Francisco ou à Tokyo sur des projets très concrets. Et ils échangeaient. Donc, par exemple, il y a eu la COI s'est soldée par la rédaction d'un manifeste. Et du coup, là, il y avait des échanges, des débats sur qu'est-ce qui devait être dans le manifeste, sur certains chapitres très précis, avec ces différentes COI locales. Donc, bien que ça ait un coût carbone, je pense que le coût est nettement plus faible que si on avait dû faire venir tous ces gens à la COI. Et ça permet justement de créer des liens entre des gens qui ne se seraient jamais rencontrés et qui forgent une sorte de solidarité un peu internationale de jeunes. Enfin, je trouve que c'est vraiment motivant comme esprit. Ok. Samuel, petite question sur cet aspect. Retour des technos, est-ce qu'il est perçu? Je pense que tu travailles à l'école du bois, par exemple. Est-ce que les designers, est-ce que ouais, sur cette... on s'est en tête? Moi, je suis très sensible sur le côté slow tech et puis ce que tu disais aussi, c'est qu'on en a quand même besoin. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des innovations sur lesquelles avancer. Il faut en prendre en compte l'impact des IT. Donc tout ce qui est Green IT, j'aimerais rebondir là-dessus. Nous, on a commencé à le travailler avec des étudiants des écoles d'informatique pour former la génération des informaticiens de demain, ceux qui sont conscients qu'on peut coder autrement pour faire tourner moins les serveurs qui renferment toutes nos données. Donc c'est pas négligeable. Aujourd'hui, on fait des concours, ce qui fait qu'entre la première équipe sur 48 heures et la dernière, il y a un différentiel de 421 entre le premier et le dernier, d'où la marge de progression. Si tous les informaticiens sont formés pour 421 quoi 421 fois plus de consommation d'énergie. On a travaillé sur l'optimisation d'un objet connecté. 421 fois entre la dernière équipe et celle qui a gagné. Vous vous rendez compte, si tous les informaticiens ils sont plutôt dans les derniers par rapport au premier, ce que ça provoque comme avec l'explosion annoncée du numérique, etc. On ne peut pas faire effectivement sans l'arrivée et l'intrusion du numérique, mais il y a des avantages. Mais imaginons des systèmes vertueux pour que si on consomme et on émet plus d'émissions de CO2 et qu'on produit plus de chaleur, que ça soit rebasculé pour faire de la chaleur, des chauffages, etc. Et c'est là-dessus, ce sont des sujets qui sont passionnants et sur lesquels on peut passionner la génération qui arrive. Donc moi j'essaie nous notre rôle c'est juste de les amener à se questionner. On ne peut pas les obliger à travailler sur des projets qui nous intéressent nous personnellement. C'est là que la frontière est compliquée. C'est à partir du moment où on va trop dans leur vie, on est pris pour des donneurs de leçons. Donc c'est cette frontière qu'il ne faut pas qu'on dépasse. Et moi je me dis, là, je trouve formidable ce qu'ils ont la COI, la manière dont ils l'ont organisé, etc. Mais
Elle se fait pas pendant la COP. La COP, ils ont 187 millions d'euros pour la faire, pour mettre 2000 personnes à décider dans une salle. Je pense qu'on peut faire avec moins, beaucoup mieux, plus efficacement, en mettant des méthodes d'intelligence collective pour co-construire tous ensemble, parce que bon, c'est un bunker. Et ils font des réunions où ils sont 100 autour d'une table avec 2 micros qui passent. Alors est-ce qu'ils arrivent à trouver des bonnes solutions comme ça? Je suis pas sûr. Et la COI, ils ont fait ça avec 3 bouts de ficelle, ils se sont mis en réseau tous ensemble, ils sont dans le fer. Donc je me dis, tiens, peut-être un ancrage plus au territoire en faisant une COI à Nantes, avec votre capacité à amener quelque chose pour qu'on négocie. Nous, on fait en sorte que tout ce qui sort de cette négociation, on le mette en place. On met des hackerspace et des trucs pour faire et prototyper des choses qui sortent de cette négociation. On prend ensuite Atmotrack pour, sur le long terme, voir si on est meilleur dans l'air à Nantes, quoi. Moi, ça me parle. Le truc, c'est que pour le moment, il y a de l'argent quand même, quoi qu'il en soit, sauf qu'elle est peut-être pas fléchée au bon endroit. Moi, je le flécherais vers ceux qui se bougent, en fait, qui sont capables de faire des choses avec des bouts de ficelle. Voilà, moi, ça me saute aux yeux. Et le numérique, oui, attention, mais il y a des sujets du coup passionnants qu'on peut mettre en place et donner à étudier. Un aux étudiants, par rebond à la recherche, en lien avec des PME, des TPE, quoi. Le numérique, c'est juste génial ce qu'on pourrait faire. Thomas et Valentin, et ensuite ce sera le dernier mot. Réaction. Oui, voilà, je réagis justement parce que c'est très délicat de parler, d'apporter une critique sur les technologies, c'est très, très peu évident. Mais c'était juste pour dire que les technologies, quelles qu'elles soient, sont ambivalentes. Et je le reconnais aussi dans ce que tu dis, c'est que tu reconnais bien leur impact et en même temps tu te dis qu'on ne peut pas s'en passer. Donc il y a une ambivalence et évidemment il faut arriver à combiner avec ou imaginer d'autres formes de technologie. Et ça me fait penser on a accueilli des collégiens, des lycéens, il y a peu de temps au Fab Lab, qui avaient 15 ans, qui sont dans une filière technologique. Et je leur demandais, alors pour vous, qu'est-ce que ça va devenir les technologies vous voyez ça comment? Et donc ils m'ont répondu très franchement, et ils m'ont dit, dans 50 ans, de toute façon, il n'y aura plus de ressources. Alors, il faut... Et en même temps, on nous promet des écrans en 3D. Donc, ils sont conscients de cette ambivalence, déjà. Et aujourd'hui, alors, vous faites quoi? Mais ils font, je ne sais pas. C'est à vous de trouver des solutions. Et je pense qu'à un moment donné, on a des éléments sous les yeux. Et il ne faut pas s'interdire de penser l'innovation sous d'autres formes. Voilà. Je vous renvoie à une tribune qui a été publiée dans l'IB d'un collectif qui s'appelle Catastrophe. Collectif de jeunes, justement, qui dit, de toute façon, puisque c'est cramé, on s'en fout. Voilà, allons-y. Non mais ils ne sont pas cyniques, hein, parce qu'ils disent de toute façon c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Tout est fichu et c'est l'environnement dans lequel on va devoir évoluer et mobiliser. Donc de toute façon on va faire avec. Donc il y a une forme presque de poésie dans leur façon d'aborder ces sujets, mais comme tu le disais, avec la conscience de ce qui s'annonce et de la difficulté à relever les défis. Valentin, je crois que tu voulais ajouter un mot. Non, oui, pour conclure, on va dire, c'est vrai qu'il y avait des très bons articles aussi sur le fait de passer d'une génération de diseurs à une génération de faiseurs. Et on est tous, en tout cas pour nos âges, plus à même de suivre des gens qui font plutôt que des gens qui disent qu'ils font. Donc on avait les disous et les faisous en Bretagne, mais faiseurs et diseurs, ça marche aussi en français. Très bien, merci. Message pour nos politiques à l'orée d'une campagne présidentielle. Ça peut être utile. Merci à tous et rendez-vous pour un prochain live dans quelques heures. Merci beaucoup.